Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, après mon séjour dans le Tanganyika à Kalemi pour l'élection des sénateurs. Aujourd'hui, en plein mois de mars, mois dédié à la femme, je leur ai plaisir de recevoir une intelligence de mon pays, une grande dame qui est communicatrice au FCC. Avec elle, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Ernestine. Merci, madame. Voilà, madame Ernestine Yoka, j'ai déjà posté sur le net, déjà depuis ce matin, que je recevais une des communicatrices du FCC. Beaucoup d'internautes, en tout cas, ont réagi. Et la plus grande question, et la seule d'ailleurs qui revenait partout, c'est ce fameux deal. Alors, madame Ernestine Yoka, vous êtes communicatrice, donc une des bouches aussi autorisées de votre regroupement, même si vous n'avez pas l'aval ou vous n'êtes pas venu sous ce label-là. Mais c'est quand même un questionnement tout à fait logique de la population qui se demande qu'est-ce qui se cache derrière ce deal. Est-ce que ce deal est réel ou ce n'est qu'un mythe, ou ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec Mzee Kabila, avec ce fameux accord de l'Émirat. On en parle, mais on ne sait pas si ça existe. La toute première question, madame. Merci, madame, mais j'aimerais quand même m'acquitter d'un agréable devoir. C'est lui de présenter à toutes les dames de la RDC la bonne fête du mois de mars, parce que le mois de mars n'est pas encore terminé. Nous sommes encore en plein mois de mars. Et j'ai particulièrement accepté votre invitation parce que c'était le mois de mars. Je voulais que mes sœurs, mes consoeurs, femmes et confrères, pour ceux qui sont dans la confrérie d'avocats avec moi, sachent que nous sommes là, toujours prêts pour faire entendre la voix de la femme. Nous sommes là pour faire le plaidoyer de la femme. Nous sommes là pour qu'on sache qu'il y a des intelligences parmi les femmes. Et donc, on veut parler parité, on veut faire la politique en RDC, on veut scruter tous les domaines en RDC, il faut faire avec la femme. Donc, nous sommes là. Et nous saisissons l'opportunité, nous avons un nouveau pouvoir, que le nouveau pouvoir prenne en considération la donne femme. Madame, la question du deal, c'est une question, c'est vrai, qui taraude tous les esprits. Mais j'aimerais quand même dire à mes frères et sœurs congolais, c'est vrai que je n'ai pas reçu particulièrement mandat pour venir parler du deal. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de deal, je crois qu'on dramatise un peu trop les choses. Parlant du deal, c'est simplement une entente entre deux parties. Aujourd'hui, je crois que l'on a constaté que le FCC a tendu la main au cash, particulièrement à la partie UDPS. C'est particulièrement le président Joseph Kabila et le président honoraire et le président en fonction, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ont une entente. Pourquoi une entente? Bon, je crois que c'est un secret de polichinelle. Lorsqu'on regarde l'échiquier politique, le PPRD, qui est le premier parti, qui est le parti du président Joseph Kabila Kabange, c'est un parti des sociodémocrates. Comme l'UDPS. L'UDPS est un parti des sociodémocrates. Si nous prenons même à travers le cash, l'UNC est un parti des sociodémocrates. Nous prenons un des partis du FCC, le PALU, c'est un parti des sociodémocrates. Donc, de manière générale, il n'est que normal, lorsqu'on a la même idéologie, lorsqu'on a la même approche politique, que ces personnes se mettent ensemble pour pouvoir gérer. Je crois qu'aujourd'hui, se mettre ensemble, c'est une question de parler du Congo d'abord. Pourquoi le Congo d'abord? Le président Félix, avec le cash, ont gagné les élections présidentielles, mais le FCC a tout ce qui est législatif national. Nous avons la majorité, plus que la majorité. Les provinciales, nous avons plus que la majorité. Les sénatoriales, même si aujourd'hui, il y a encore quelques problèmes qui subsistent, nous avons la majorité. Et pourquoi ces partis
qui sont tous dans la même idéologie politique, travailler ensemble. Vont s'ériger à un dans le pouvoir et l'autre dans l'opposition. Ce n'est pas logique et ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la question du seuil, si les seuils existent, c'est pour davantage diminuer un peu le nombre grandissant de partis politiques. La tendance aujourd'hui, c'est que les libéraux se regroupent entre eux, que les sociaux-démocrates se regroupent entre eux, que les centristes se regroupent entre eux. Sinon, si ce ne sont pas les idéologies comme ça se fait en Outre-mer, même les libéraux, parce que chez nous, au FCC, il y a aussi des partis qui sont des partis libéraux qui se regroupent avec nous. Mais au moins, le nombre excessif de partis politiques doit pouvoir diminuer pour que nous puissions avoir des meilleurs processus électoraux. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter nos fauves, les léopards qui sont, en tout cas, qui participeront à la CAN 2019. Félicitations aux fauves qui ont battu l'équipe adverse par 1-0, un but de Cédric Bakambo, si je prononce bien son nom. Mais nous avons suivi aussi la foule. La foule réagit toujours, même si on dit que la foule est une force. Vous avez suivi les chansons. Et c'est la base de l'UDPS, en grande partie aussi à l'IMT, qui ne sont pas pour ce deal-là. Ils ne veulent pas, vous l'avez suivi les images, après les sénatoriales d'ailleurs, avec cette histoire de corruption, ils ont dit qu'eux ne sont pas concernés par ce rapprochement entre le FCC et le cash. D'ailleurs, ils disent, en tout cas, peut-être d'une façon terre à terre, permettez l'expression, Papa Lobaki Kangela Biso Kabila. Si je me rappelle bien, le père avait dit ça, ligoté, moi ce monsieur, amenez-le moi. Bon, aujourd'hui, est-ce que ce deal-là, ce n'est qu'une affaire de Kabila, Tshisekedi, ou c'est une affaire aussi de vous? Est-ce que Ernestine Nyoka se sent-elle personnellement concernée par ce deal-là? Ou comment faire passer ce message dans cette population pour qu'il accepte enfin ce deal-là? Parce que ça ne passe pas. Cette pilule dans la base, ouais, ça ne passe pas. Ça fait comme une pilule amère, pourtant, amère plutôt, excusez-moi. Pourtant, ça ne devait pas être une pilule amère. Parce que, regardez, lorsque nous avions eu un dépassement de la période électorale, lorsque le président Kabila Kabange était au pouvoir, nous sommes passés de dialogue en dialogue, je veux dire. Mais la première approche du dialogue, comment est-ce que le président Kabila est arrivé à faire les choses? Que son âme repose en paix, le président Etienne Tshisekedi Mulumba avait été contacté par nous, le PPRD. Et cette pilule qui semble aujourd'hui amère ne semble pas amère pour le président Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est à cause de ces tentatives de pouvoir se mettre ensemble que la question du CNSA, le Conseil national de suivi des choses de l'accord, oui, devait être spécialement présidé par le fait président Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous constaterez, j'en veux pour preuve, qu'il n'y a pas eu un texte de prime abord qui a organisé son pouvoir. La question était taillée sur mesure. Donc, particulièrement sur la personne du président Etienne Tshisekedi Mulumba. Et lorsqu'ils sont allés à Genval, quand il approchait tout le monde à Genval, c'était dans cette optique-là que c'est lui de pouvoir se mettre ensemble, puisqu'il y avait déjà un retard, puisqu'il ne fallait pas que la case brûle, qu'on ne fasse pas brûler la République. C'est dans cette optique que Genval aussi était né. Donc il y avait déjà cette approche-là. Je crois qu'aujourd'hui, si la pilule est amère, moi je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Un travail de fond qui doit être fait au niveau du FCC, le travail se fait déjà. Au niveau du PPRD, le travail doit se faire pour que nous puissions nous tous être en mesure de dire en quoi consiste réellement les deals. Okay. Le travail doit davantage être fait parce que au sein de l'UDPS et au sein du CASH, vous ne pouvez pas être le parti au pouvoir et faire une opposition, être tout en train de faire le marche contre la personne que vous avez portée au pouvoir. Voilà, nous allons prendre le tout premier thème, évidemment, nous allons parler de la présidence, la réunion interinstitutionnelle. Vous le savez, la décision a été tombée après les élections sénatoriales. Vous avez suivi la réaction de la base, la réaction de l'UDPS. Ça a été vraiment un mouvement social assez fort qui a poussé le chef de l'État à réunir d'autres institutions pour, en tout cas, surseoir, en tout cas,
au Sénat pour cette histoire, la mise en place du Sénat et la réaction de la Mouka aussi par rapport à ces mesures et la réaction politique par rapport à ces mesures qui, jusqu'à aujourd'hui, fait couler encore beaucoup d'encre et de salive. Premier condensé, s'il vous plaît. Suite aux dénonciations ayant trait à la corruption lors des élections sénatoriales en RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, au cours d'une réunion interinstitutionnelle qu'il a présidée ce lundi 18 mars 2019, pris 3 mesures, notamment la suspension de l'installation des sénateurs élus lors des élections du 15 mars dernier, le report s'inédit des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, au procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes sur la corruption en vue de l'arrestation des corrompus et des corrupteurs. Cette décision vient bouleverser le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs était prévue le 26 mars 2019. Il s'avère important de noter, ont pris part à cette réunion le président et vice-président de la CENI, le Conseil économique, le président de la Cour de cassation, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la Haute Cour militaire et l'auditeur des forces armées de la RDC. La décision prise par M. Félix dans le cadre où il a pris viole notre Constitution dans son article 114 et viole la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, spécialement dans son article 7. La CENI est un organe indépendant. On ne peut pas lui donner des injonctions, même pas le président de la République. Et l'article 114, l'article 114 de notre Constitution est clair. Donc, 15 jours après la proclamation des résultats d'une chambre du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, dans le 15 jours, cette chambre doit obligatoirement aller en session extraordinaire pour l'installation du bureau provisoire, notamment commencer à préparer son ordre du jour, ainsi de suite. Donc M. Félix Tshisekedi et son groupe ont violé intentionnellement cette disposition pour pouvoir plaire à sa base, qui est son parti politique. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, est dans ses prérogatives. Le chef de l'État doit suspendre ce qu'il trouve que ça va dans le sens de mettre le feu aux poudres. Vous avez vu la réaction de la population. Il faut arrêter de dire que c'est le membre de l'UDPS. C'est la population qui en avait marre du système. La population a réagi. Ils ne veulent plus voir le même tête d'hier revenir aux affaires. Et c'est que là, je dirais à nos amis, de faire prudence. Ils ont à gagner si le président Félix réussissait. Mais si nos amis vont dans le sens de le mettre le bâton dans le roue, c'est à leur échec aussi. Une confrontation avec qui? Le chef de l'FCC, l'autorité morale. C'est un individu tel que moi et vous, sénateur à vie, c'est tout. Et le président va se confronter contre lui. Un président de la République allait se confronter contre des individus, même un individu, qui soit-il, même s'il tombait du ciel. Ça, c'est être malade. Il ne faut pas penser comme cela. Le président est là, il fait son travail. C'est un président de la République. Nous le soutenons tant que tel. Il n'y aura personne qui va faire ombrage aux actions et aux actes du président. Et il va continuer à faire le travail. Le Congo va se relever et nous sommes là pour les soutenir. Donc, tous les retombées plutôt de cette réunion interinstitutionnelle n'engagent que l'UDPS. Ça n'engage pas les élus du FCC. Donc nous maintenons notre position à ce stade-là. Que le président Tshisekedi respecte la Constitution. Lui-même, dans son discours, il a dit « Nous ferons du Congo l'état de droit ». L'état de droit commence par le respect de la Constitution.
Madame Ernestine Nyoka, vous avez suivi le point de vue de beaucoup de Congolais par rapport à cette question qui divise un peu la classe politique et même le peuple congolais. La toute première question, madame, par rapport à ce sujet, est-ce que le président de la République a-t-il violé la Constitution? Est-il allé au-delà de ses prérogatives? Parce que selon ce Congolais que nous avons suivi, selon ce compatriote, il a violé l'article 114 de la Constitution. Et par rapport à la CENI, l'article 7 du règlement intérieur de la CENI, ou ce qui coordonne la CENI, soit l'article 7. Alors, vous êtes juriste. La Constitution a-t-elle été violée? Madame Colette, j'aimerais d'abord, avant de répondre sur la Constitution a été violée ou pas, de dire qu'il y a quand même problème. Quel est le problème? Le PGR avait eu vent de plusieurs dénonciations. Vous vous rappellerez qu'il y a le professeur Lubambi, Zolobambi, qui a aussi protesté, le professeur Mabi Moulumba, Vidi Chimanga, Adam Mombole, et j'en passe. Il y a eu beaucoup de candidats sénateurs qui se sont plaints de la question de la corruption. Je crois qu'aujourd'hui, le bas blesse simplement parce que ceux qui ont manifesté ont posé des actes qui ne devaient pas poser. Des actes de destruction méchante, des actes de tuerie, ce qui n'était pas bien, des actes de pillage. Et ça, du moins, il fallait condamner. Condamner avec la dernière énergie et poursuivre les auteurs de ces actes-là. Dans le fond, c'est ça qui gêne. Mais quand on regarde au-delà de tous ces aspects assez négatifs, le problème de fond reste le problème de la corruption. La Constitution a-t-elle été violée, madame? Maintenant, par rapport à ce problème de la Constitution, moi je dirais que la Constitution n'a pas été violée. Lorsque vous regardez, d'une part, il y a d'abord, je crois, l'article 69 de la Constitution, qui fait du président de la République le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il doit garantir cela. Mais lorsque une frange de la population, UDPS ou pas, son parti ou pas, réclame à corps et à cri qu'il y a problème des choses... Parce que ce problème, nous réfléchissons ensemble, vous avez dit UDPS ou pas, mais beaucoup disent que c'est un problème interne, parce que vous avez suivi le monsieur du FCC. D'ailleurs, votre regroupement avait renié, avait dit que ces résolutions n'engagent pas le FCC. C'est pas seulement le seul, j'ai même suivi, comment il s'appelle... Madame, je vais encore marteler pour vous dire que je suis là à titre personnel, en tant qu'acteur politique. Ok, mais donc en tant qu'acteur politique... Vous n'engagez pas le FCC ici? Je n'engage pas le FCC. Je suis cadre du PPRD, je vais donner une analyse en tant que maître Ernestine Nyoka, qui est un acteur politique qui fait une analyse d'une situation. Nous avons déploré qu'on ait saccagé les sièges de notre parti, ce qui n'était pas normal. Parce que aussi lorsqu'on regarde au niveau du PPRD, la ville-province de Kinshasa, nous n'avons eu aucun candidat, aucun sénateur n'est passé aussi pour le PPRD. Autant il n'y a pas eu... Vous n'avez pas revendiqué. Nous n'avons pas revendiqué. Pourquoi? Nous n'avons pas revendiqué. Chaque parti a une politique que pour faire ses revendications. Parce qu'en fait, nous avions eu des engagements internes au parti. Mais si à l'interne, on s'est entendu et que lorsqu'on sort du parti, les gens préfèrent voter de la façon que les choses se sont passées, moi je ne pense pas que l'autorité de notre parti nous demanderait d'aller sur les choses de Madame Ernestine, de nous mettre à faire le désordre qu'il y a. Vous avez résolu le problème au sein de votre parti. Au sein de Mais notre il y a une parti. autre opinion, madame. Mais je dis ceci. Violation de la Constitution, ça mettre entre guillemets. Pourquoi mettre entre guillemets? Je vous ai déjà donné d'abord la lecture de l'article 69. Et puis je vous donne par rapport à ce que le président lui avait pris comme décision ces jours-là. En fait, c'est une suspension de l'installation du bureau, de l'installation plutôt des sénateurs. Ils ont été élus, et bien maintenant il faut installer. Il faut installer, je crois que ça veut dire qu'il faut passer à un bureau provisoire qui doit procéder aux validations des mandats des différents sénateurs. Alors, au-delà des candidats qui se sont plaints, il y a eu le PGR qui avait déjà écrit. Le PGR avait alerté sur la question... Mais la CENI avait dit que c'est une institution indépendante. La CENI, pour moi,
l'institution qui pose problème, c'est la CENI. Il y a trop d'opacité. Puisque un PGR vous alerte, il dit qu'il y a problème, et au niveau de la présidence, et au niveau du CENI, on aurait quand même dû écouter au lieu d'attendre à ce que les torchons brûlent pour qu'on puisse réagir. Mais les mesures prises par le président, ce ne sont pas des mesures qui annulent les élections. Ah, ça c'est un détail. Hein? C'est une suspension qui est tout à fait provisoire. Nous appelons cela en droit, ce sont des mesures conservatoires, en attendant que, effectivement, les enquêtes puissent être menées et qu'à l'issue de ces enquêtes, qu'on voit quelle est la décision qui sera prise par rapport au PGR qui va faire l'action et peut-être par rapport à la Cour constitutionnelle qui va être saisie Madame opportun pour que les décisions puissent être prises. Par rapport à ce que vous dites. Mesures conservatoires, ok. Mais les élections pour les gouverneurs, c'est programmé pour le 10 avril, d'ici. Et ce sont les mêmes députés, j'ose croire et je pense, ce sont les mêmes députés qui vont élire encore ce gouverneur. Est-ce que ce n'est pas... on n'a pas... Encore, c'est notre la charge. Voilà, on n'a pas fait cette mesure un peu tôt par rapport au gouvernement. On met la charge devant les deux. Les gens disaient peut-être dans un mois, dans 2 mois, le temps que le PGR finisse exactement tout son travail. Bon, dans l'entendement, c'est ça, vous avez raison. Qui va élire les gouverneurs maintenant? Dans l'entendement, même députés. Dans l'entendement, s'il est dit, qui sont monsieur le PGR, faites vos enquêtes, nous devrions attendre les résultats des enquêtes. Mais là, finalement, nous n'aurions rien fait du tout. Les mêmes députés provinciaux vont passer à l'élection. Les gouverneurs, d'ici le 10 avril, pardon, à l'élection des candidats gouverneurs. Mais la même question de la corruption va s'imposer et va se poser avec acuité. Tel que je connais mes compatriotes, il faut peut-être contourner les candidats gouverneurs vont avoir du mal à partir. Parce qu'ils ne le diront jamais ouvertement, mais ils vont subir cette pression. Des députés. La toute dernière question en internet. Mais madame, j'aimerais quand même ajouter une chose, c'est quand même grave. Vous avez été candidate. C'est quand même grave parce que nous avons toléré depuis le début du processus électoral, depuis que nous avons commencé notre démocratie, nous avons toléré la corruption. La corruption vous avez été victime de ça au niveau des législatives provinciales, au niveau des législatives nationales, nous faisons de la corruption. Nous ne donnons jamais à notre peuple un programme. Je vais aller à l'Assemblée nationale, je vais aller faire quoi? Je vais aller à l'Assemblée provinciale, pour quel travail? Nous ne le disons jamais. Tout ce que nous faisons, 10 $, on donne à la population, 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs, parfois même 500 francs. Dès la corruption, au plus bas échelle, nous commençons la campagne avec dès la corruption. Nous aurons souhaité que cette fois-ci, qu'il y ait des réformes assez importantes, toutes choses autour de cette loi électorale. Qu'on y mette des garde-fous pour que ne vienne pas concourir un nombre excessif. Vous avez 500 sièges, pour 500 sièges dans la députation nationale, vous avez 21 000 candidats. Pour les sénatoriales, vous avez 108 sièges, mais enregistré 800 000 candidats. C'est ce que nous on dit, et ça voilà, nous allons rester dans ce domaine de la corruption. Nous allons suivre Laurent Batumona, qui est aussi candidat gouverneur dans la ville de Kinshasa, si je ne me trompe pas, qui parle de la corruption aussi. Et nous allons parler de jet des avoirs des cadres de la CENI. Ça a été encore un tollé parce que beaucoup de choses se sont dites par rapport à ces jets des avoirs. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été, en tout cas, dévoilés par les Américains, parce qu'ils ont fait une enquête, ils ont établi une enquête et beaucoup de choses ont été dites. Alors, nous suivons. Au cours de cette matinée politique, Laurent Batumona a tenu à fixer l'opinion congolaise sur les allégations de corruption dont certains membres de l'UDPS l'accusent. L'honorable Laurent Batumona, ce n'est pas un sous-fif. Ce n'est pas un commandeur, ce n'est pas quelqu'un qui peut manquer de moyens pour se faire corrompre. Au contraire, nous sommes parmi les personnes journeuses de la ville de Kinshasa. Allez demander les témoignages à Makala. Non seulement Makala, ceux qui m'ont connu
comme agent des impôts, comme directeur général des impôts, comme vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, comme vice-ministre des Travaux publics et infrastructures, et comme personnalité politique. Ce député provincial de Kinshasa met en garde ses détracteurs et toute personne qui, selon lui, est contre les tickets Batumona et Jekoko Mulumba à l'élection des gouverneurs. Comment voulez-vous que ceux qui sont mes adversaires, qui ont de la haine, qui sont jaloux de cette désignation comme candidat gouverneur avec mon jeune frère Jekoko Mulumba, qu'on puisse penser que nous pouvons nous tremper dans cette bêtise-là. Les détracteurs-là, ils ont la queue entre les pattes. Le président du parti MSC dit par ailleurs qu'il ne peut en aucun cas trahir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ici, de noter que Laurent Batumona est candidat gouverneur sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier Sigal Mandelker affirme qu'après l'élection présidentielle, la CENI a continué à entraver le processus démocratique et n'a pas réussi à faire en sorte que les votes reflètent la volonté du peuple congolais. Il rassure que les États-Unis vont continuer à aider ceux qui cherchent à éliminer des allégations de corruption crédibles. Corneille Nangaa, Norbert Bassengezi et Marcelin Bassengezi ont été désignés par l'OFAC pour destruction du processus démocratique et trafic de corruption. Les actifs de ces derniers, relevant de la juridiction des États-Unis, sont bloqués et il est même interdit aux ressortissants de ce pays d'effectuer des transactions avec eux. En sa qualité de président de la CENI, Nangaa et d'autres responsables de la CENI ont détourné des fonds opérationnels de la CENI. Ils se sont enrichis en achetant et en vendant de l'essence aux dépenses de la CENI, détaille le communiqué de presse du Trésor américain. Selon ce même document, les responsables de la CENI, sous la direction des Nangaa, ont gonflé de 100 millions de dollars les coûts des contrats de la machine à voter électronique, dans le but d'utiliser les fonds excédentaires pour l'enrichissement personnel. Sigal Mandelker ajoute que cette action de l'OFAC fait suite à la corruption persistante de hauts responsables de la CENI et de l'ancien gouvernement Kabila, dans le but d'empêcher et de retarder la préparation des élections crédibles et inclusives. Madame Ernestine, des chiffres comme ça qu'on cite, 100 millions de dollars, tout ça, par rapport à la machine à voter, le président de la CENI a en tout cas surfacturé, il a entravé le processus électoral, il ne voulait pas que la volonté du peuple se manifeste, tout ça. Est-ce que pour vous, l'image de la CENI n'est pas un peu ternie parce que c'est le énième rapport par rapport à la corruption? Est-ce que c'est les Américains qui sont taxés d'impérialistes? Je ne sais pas si aujourd'hui on utilise encore ce mot. Est-ce qu'il n'en faut pas un peu trop par rapport au processus électoral de la RDC? Madame Paulette, je dois dire que ce sont des chiffres vertigineux. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Rien que pour le carburant. Rien que pour la question des carburants. J'ai cru entendre aussi qu'ils ont facilité certains marchés. Par rapport à la machine à voter. Par rapport à la machine à voter, ils ont pris un surplus. La surfacturation, c'est un peu trop fort. Mais ce qui est vrai, nous n'avons pas des éléments de preuve. Les Américains, peut-être, ont des éléments de preuve, mais s'il s'avère que ces allégations sont vraies, il est vrai que l'image de la CENI est ternée. Nous pensons. Je crois que la loi qui organise la CENI permet quand même à ce que cette CENI puisse venir devant les élus du peuple. Qu'on puisse revoir ce processus électoral, qu'est-ce qui a réellement été dépensé tout au long de ce processus. C'est vrai que vous parlez à votre nom propre, mais à l'époque déjà les gens se disaient que la CENI était l'appendice du PPRD ou du FCC, que vous étiez au courant de tout ça parce que la CENI ne voulait que favoriser le candidat du FCC, Emmanuel Shadari. À l'époque, d'ailleurs, ça a été dit lors de ce rapport que tout ça, ça a été fait aussi pour favoriser l'élection d'Emmanuel Shadari. Est-ce que vous étiez au courant ou pas que toutes ces tractations se faisaient? Madame Paulette, la machine à voter est même un des éléments
qui a vraiment détruit, on va dire, qui a favorisé à détruire, à élaguer, si je peux m'exprimer ainsi, au moins, on va dire, la tricherie au sein des choses, des élections. Parce qu'on le veuille ou pas, nos amis de l'opposition avaient refusé qu'on utilise la fameuse clé USB. Mais avec cette clé-là, avant qu'on ne fasse les décomptes des bulletins mis dans les urnes, déjà au niveau de la machine, on avait déjà les résultats. On avait déjà la tendance. On peut savoir que, tiens, par rapport à cette province, voici le candidat qui est en tête. Voici par rapport à cette province, voici le candidat qui est en tête. Et donc on pouvait faire directement la sommation et savoir que c'est principalement tel candidat qui passerait. Moi je dirais qu'il y avait déjà de la bonne volonté au niveau du pouvoir de l'époque que pour qu'il y ait transparence au niveau de ces élections-là. Vous avez suivi Laurent Batoumona aussi. Il faudra que nous puissions dire que s'il s'avère que c'est réel, il y a eu vraiment surfacturation. S'il s'avère que c'est réel, que c'est avec le processus électoral, qu'au niveau de la CENI, les gens se sont enrichis. Mais moi, je pense que quand même, il va falloir... La procédure existe. Ils doivent aller... Il faut que les élus du peuple fassent leur travail. Que c'est celui de contrôle. Il faut qu'ils fassent leur travail et qu'on tire les conséquences et renvoyer les dossiers au moins au niveau de nos instances judiciaires. Mais cette fois-là, il faut que réellement les instances judiciaires puissent être écoutées au lieu d'être étouffées. Nous revenons encore à la corruption. Vous avez suivi Laurent Batoumona avec le ticket Batoumona Gekoko Mulumba par rapport encore à la corruption, par rapport aux membres de l'UDPS. Il a dit que non, ce sont des jaloux, des haineux. D'ailleurs, c'est les mots qui battent son record aujourd'hui. Quand on est contre, quand on ne veut pas, on vous traite de jaloux ou de haineux. Est-ce que pour vous, c'est la question d'ailleurs qu'un internaute m'a dit de vous poser carrément, est-ce que le président de la République ne subit-il pas le diktat de sa base de l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, on a dit que le président n'est plus le président de l'UDPS, mais il est le président de toute la République démocratique du Congo. Il a réagi parce que sa base de l'UDPS a marché, a cassé, a fait tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai cette réalité où le président a réagi parce qu'il a dit que non, cette fois-ci c'est trop, il y a trop de corruption, il y a trop d'indices de corruption? Je pense que la réaction de la base, c'est la goutte de trop qui a renverser l'eau de la vase. Parce que nous en avons parlé ici au début, beaucoup d'acteurs politiques s'étaient déjà plaints. Le PGR lui-même voulait déjà initier une enquête. Déjà, au sommet des instances judiciaires, une enquête veut être chose diligentée. Et vient ajouter maintenant les militants qui ont manifesté. Certes, ce n'est pas bon d'avoir réagi seulement quand les militants ont tapé du poing sur la table. Il avait aussi fallu réagir pendant tout ce temps que les choses ne se racontaient pas, mais les choses se disaient avec des précisions. Ce n'est pas un Luzolo Bambi. Nous connaissons quand même comment ces messieurs fonctionnent, comment ils travaillent. Nous savons quels sont les dossiers qu'il avait déjà amenés au niveau du PGR, même si ce sont des dossiers qui n'ont pas, les choses qui n'ont pas avancé. On sait comment ils traquent les choses, les corrompus, ceux qui font le blanchiment d'argent et tout ça. Et donc, il y avait déjà des indices. Ce n'est pas un monsieur comme le professeur Mabé Mulumba, c'est un grand professeur, un sénateur de surcroît, qui vous dit que non, attention, au niveau par exemple de la province de Kasaï central, où il était candidat, attention, par ici, ça ne va pas, il y a toujours le problème des corruptions. On aurait dû réagir, parce que la question de la corruption, elle était déjà en train d'être entendue, en train d'être remuée, tout le monde remuait ciel et terre, que pour pouvoir être aligné, être candidat, sinon être élu à coup de billets de banque. Madame, vous-même, vous avez été candidate à la sénatoriale. Question directe et précise. Est-ce que vous avez été victime de ces députés provinciaux arnaqueurs, permettez l'expression? Parce que vous n'êtes pas sorti. Donc, Madame Ernestine n'a pas donné l'argent. Non, Madame Ernestine, justement, Madame Ernestine Azama Boko Makasité, je crois que j'évolue sur base de principes. Je peux taper ma main sur la poitrine et me dire que j'ai été à un grand ministère, par exemple. J'ai été au ministère du budget, mais je pense que personne ne vous dira que j'avais pris 10% en signant un document. Lorsqu'on doit payer, j'ai récupéré 10%, j'ai récupéré 20%. C'est des choses que je n'ai jamais faites. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de convaincre avec le programme. Mais si l'on peut donner de l'argent, comme on en fait malheureusement avec le peuple,
nous donnons des petits cadeaux, on donne des petites sommes d'argent, peut-être que ça peut se comprendre. Mais lorsqu'on vous demande 30 000 $, lorsqu'on vous demande 25 000 $, et parfois les personnes qui vous demandent, en fait, ce n'est pas vous qui proposez. C'est quand vous allez vers eux et puis vous voulez donner votre programme, leur dire que vous êtes candidat, donnez-moi votre voix, comme ça je serai sénateur, sénatrice, voici ce que je ferai moi. Quand je serai là, j'ai une expertise, ben, les personnes disent, mais moi, tel m'a déjà proposé autant, 25 000. Tel m'a déjà proposé 30 000. Il faut me proposer plus pour que je vous prenne vous, parce que j'ai déjà pris de ce côté-là. Ça, nous avons eu. Le vote aux enchères, en tout cas. Hein. C'était en tout cas des votes aux enchères. Ça, nous avons eu. Je me suis dit à un moment, mais il fallait simplement désister au lieu de continuer. Je me suis dit, c'était l'arme des faibles de désister. Je me suis dit, lorsque nous allons aux élections, le peuple ne vote pas nos partis politiques. Le peuple fait des votes intuitu personne. C'est vous la personne que le peuple vote. Ce n'est pas votre parti. Le vote, il est sociologique. Le vote, on vote sa soeur, on vote son frère, on vote quelqu'un de sa province. Le vote est vraiment lié à des conditions tout à fait sociologiques. Et donc, je me suis dit, allons jusqu'au bout. Peut-être que devant les urnes, même si on a pris X somme d'argent, devant les urnes, moi, je donne mon programme, je donne mon dépliant. Quelqu'un peut se dire, celle-là, je connais. Elle est capable de... Bon, on peut la laisser passer. Je lui donne ma voix. Je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout. Malheureusement, je n'ai pas eu raison. Nous continuons, nous avons la réaction de Henri Moquet par rapport au soulèvement de l'UDPS. Hein. C'était pas seulement à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'était aussi à l'intérieur du pays. Et comme vous le savez, on a nommé Justin Inzoun Kakiak comme le numéro 1 de l'ANR et notre rédaction a retracé ou a tracé son portrait. Réagissant au soulèvement de la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Henri Moquet, président des combattants du mouvement Bana-Congo, estime que la base a raison de contester. Ils ont raison de manifester, de surtout manifester leur mécontentement face au comportement des députés provinciaux de l'IDPS qui ont voté d'autres candidats parce qu'on les a corrompus. Ça, c'est vraiment une mentalité à bannir, surtout en politique. Quand on vient en politique, on vient pour servir les peuples, on ne vient pas pour se servir. Henri Moquet souhaite le renouvellement de la classe politique congolaise. Je confirme ce qu'on a toujours dit en Europe parce qu'on a combattu longtemps contre les antivaleurs dans ces pays. Donc pour moi, il faut vraiment les changements de la classe politique congolaise. Donc je confirme cela, que nous n'avons pas des hommes politiques. Donc beaucoup, la majorité de ces hommes sont venus seulement pour se servir et pas pour servir l'intérêt de la nation. Le président du mouvement Bana-Congo a soutenu qu'il doit y avoir une vision à défendre dans la politique. Après plus ou moins 9 ans de règne de Kalev Moutong, l'Agence nationale de renseignement a désormais un nouveau directeur général à sa tête. Justin Inzoun Kakiak, c'est de lui qu'il s'agit. Le repromu est un licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Il est un agent de carrière qui a gravi tous les échelons au sein du service de renseignement congolais. Justin Inzoun est un fils maison qui n'est pas un nouveau venu dans le monde du renseignement. Il a intégré l'ANR à l'époque où elle s'appelait CND et y travaillera de façon discontinue jusqu'à ce jour, passant de l'époque de l'AND, SNIP et autres. Il a suivi plusieurs formations de renforcement de capacités à l'étranger, c'est depuis son engagement en tant que flic. Recruté comme agent simple, il occupera plusieurs postes dont le plus récent est celui d'administrateur général adjoint. Ainsi, étant un ancien numéro 2 de l'ANR, Justin Inzoun connaît donc tous les rouages du renseignement et saurait bannir certaines méthodes de répression inhumaines que n'a cessé de dénoncer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier a d'ailleurs, lors de sa campagne électorale, promis d'humaniser cette agence, notamment en fermant ses cachots secrets.
Cela passerait par la mise en place d'une nouvelle doctrine de service d'intelligence que les nouvelles ADG devra appliquer. Pour ce faire, il comptera sur l'apport de ses collaborateurs dont les plus directs sont l'administrateur directeur général adjoint Mbelu Biocha, le chargé du département intérieur Jean-Pierre Mbombo, le chargé du département extérieur Cap Chijik et le chargé du département d'appui Numbi Kalala. Maître Ernest Signoka, les députés provinciaux de l'UDPS ne se sont pas laissés faire aussi quand on les accuse de corruption. Beaucoup ont réagi. J'ai suivi personnellement un certain Jerry Dikaka ou Dibala, si je ne me trompe pas, il y en a qui ont déjà réagi, qui disent que nous, on nous taxe nous d'être des corrompus, et ils disent carrément que un de leurs chefs leur a dit de voter pour celui qui est aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est du FCC. Alors, lui s'est désisté à la dernière minute et leur a demandé de voter pour un candidat, je peux dire, même si vous êtes de la coalition, mais de notre parti politique. Pourquoi? Alors, ils se disent que pour accuser son chien, on l'accuse de la rage. Eux ne sont pas du tout fautifs dans cette histoire. On n'a qu'à regarder un peu le chef des partis politiques. Est-ce vrai? Toute la faute n'incombe pas seulement aux députés provinciaux, en fait. Je crois qu'il y a un sérieux problème interne au niveau de l'UDPS. Parce que là, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas le dire, quel est le mot d'ordre qui leur a été réellement donné. D'un côté. D'autre part, il y a quand même, moi je me dis, aujourd'hui, il faut que l'on comprenne. Il y a une entente entre le FCC et le CACH. Mais il ne faut pas que l'entente là soit une entente superficielle. Lorsqu'on passe au vote, on voit qui peut avoir plus de chances. Ce sont des éléments qu'il faut analyser. Puisqu'on est dans un deal, mais si c'est celui de l'UDPS qui aurait de la chance de passer, bah on le met au devant de l'action. Mais s'il n'a pas de la chance de passer, on met alors au devant de l'action celui du FCC. Le pasteur Godin Poyi avait plus de chance d'être... Oui, moi d'ailleurs, j'avais apprécié lorsque il a fallu voter le président de cette assemblée provinciale, j'avais apprécié de voir c'est mon confrère avocat, c'est vrai, Peter Kazadi, s'est désisté au profit de Godin Poyi. Je trouvais que c'était un geste vraiment de quelqu'un qui a compris, d'un parti qui a compris qui sont ceux du FCC, ils sont qui par rapport à nous, et nous, ils dépassent par rapport à FCC, qui sommes-nous. Je pensais que dans cette logique-là, les choses ont été faites de cette façon. Donc, on privilégie FCC par rapport à une certaine chance donnée. Mais lorsqu'on doit faire maintenant les différentes réformes, il faudra aussi que la même entente puisse continuer. FCC, CACH, c'est des gens qui doivent pouvoir regarder dans la même direction que pour voter certaines réformes. Donc, vous ne comprenez pas... Alors, moi, je ne comprends pas. Pourquoi personnellement de l'IDPS aujourd'hui se plaignent de ça? C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, vous avez cette préoccupation. Pourquoi vous vous plaignez? Parce que FCC cache, c'est bonnet, blanc, bonnet, blanc, bonnet. Alors, pourquoi vous vous plaignez? C'est ça ma préoccupation. Il y a ce deal, il y a cette entente. Et nous avons vu un exemple le plus patent, un exemple d'humilité. Moi, je l'appelle toujours le président Joseph Kabila Kabange parce qu'en fait, il est président national de mon parti, le PPRD. On l'a vu se déplacer de Kingakati jusqu'à la cité de l'Union africaine. Donc, quand on critiquait, mais c'était un geste louable. Qu'est-ce qu'il est venu discuter avec son frère, avec qui ils ont un deal pour voir, nous allons faire un gouvernement, nous avançons comment? Nous allons constituer un bureau de l'Assemblée nationale, nous y allons comment? Nous allons constituer un bureau de l'Assemblée provinciale, comment allons-nous y aller? Alors, la tendance à pouvoir séparer
le FCC des cash, moi je crois que c'est un mariage solide selon qui tiendra longtemps. Il faudra qu'on y travaille. Il faudra qu'on y travaille. Pour l'intérêt du peuple congolais, il faudra qu'on y travaille. On n'a pas besoin de vivre une cohabitation. Si nous voulons une cohabitation, eh ben, même en France, le président, je me rappelle, François Mitterrand, s'est quand même cassé les dents, hein, même en France. Alors pourquoi voulons-nous faire une cohabitation alors que lorsque nous regardons la situation politique, comment elle se vit dans notre pays, nous ne sommes pas prêts à vivre une cohabitation. Nous sommes pourtant prêts à vivre une coalition. Il faut de la volonté politique de part et d'autre. Mais au-delà de la volonté des leaders, il faudrait qu'au niveau des bases, que ce soit au niveau des chefs, il faudrait que le message puisse passer. On doit le dire ouvertement. Il faudra maintenant qu'au niveau du cash, que le message, que les combattants puissent être préparés pour que le message aussi puisse passer. Apparemment, les leaders restent sur leur piédestal et au niveau de la base, l'ont subi. C'est ça maintenant le problème. Parce que certains députés provinciaux se sont plaints. Ils ont dit, ceux qui ont, certains sénateurs se sont présentés sous le label de l'UDPS et pourtant ils ne sont pas de l'UDPS. Il y en a comme ce monsieur Jerry qui dit, moi j'ai lutté pendant presque 18 à 20 ans au sein de l'UDPS et on me demande de voter pour quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS, qui sort comme ça du néant et vous le bombardez la belle UDPS, il s'est dit, il s'est senti frustré. C'est ça aussi le problème. Mais par rapport à ce message-là, que la base doit comprendre que ce deal existe, mais quand vous suivez la réaction de cette base, ils se disent que non, eux n'en veulent pas. Ils ne veulent pas du deal FCC Cash, ils ne veulent pas de Kabila autour de Fachi. On dit d'ailleurs que, selon une certaine opinion, que c'est d'ailleurs le président Kabila qui préside encore, parce que chaque fois qu'il y a des enjeux, c'est lui qui part pour dicter. D'ailleurs, le nom du Premier ministre a déjà été donné, un seul nom d'ailleurs, nous avons entendu, selon les indiscrétions, nous sommes de la presse, que c'est Albert Youma qui serait Premier ministre, donc c'est lui qui vient donner les injonctions au nouveau président. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou c'est vraiment une mauvaise impression que le peuple a de cette entente entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi? Moi, je comprends la peine. Hein? Je comprends la peine des militants de l'UDPS. Je comprends vraiment leur peine. Leur peine, c'est quoi? C'est qu'ils se sont préparés aux élections présidentielles, simplement. Parce que la lutte de tout le temps était que Kabila parte. Alternance, que Kabila parte. L'alternance, c'était que Kabila parte. C'était ça le credo, le mot-clé, que Kabila parte. Alors, les différentes oppositions ne se sont préparées qu'au niveau du présidentiel. Parce que prenez même la situation d'ensemble, ils sont combien de députés? Prenez la situation de la Mouka, ils n'en ont même pas 50 ans. Et vous prenez la situation des Cash et vous prenez toute autre chose, opposition, gravitant autour. Ils sont combien de députés? Mais tout le monde s'est focalisé sur le présidentiel. Eh bien, maintenant vous avez gagné le présidentiel, mais vous avez oublié qu'au-delà du présidentiel, il fallait aussi préparer les législatives nationales, les législatives provinciales. Nous, au FCC, aussi est préparé. Résultat, quand vous regardez, nous avons au moins 21 provinces. Il n'y a que 4 provinces qui sont, on va dire, qui nous ont échappé. Et lorsque vous regardez la majorité même, au niveau de l'Assemblée nationale, on a au moins 350 députés avec toute notre chose, le mariage avec tous les autres partis qui sont dans les FCC. Mais lorsque vous regardez, même l'UNC, qui est venu à la rescousse de l'UDPS, à combien de députés nationaux et provinciaux, même sénateurs, ils en ont combien? Tout ça, c'est des choses qu'il fallait faire au niveau du parti. Lorsque vous alignez des gens, vous devez savoir qu'on se bat pour le présidentiel, mais aussi, on se bat pour les exécutives nationales, provinciales, sénatoriales, même le municipal. Il faut déjà s'y préparer. Il faut s'y préparer. Sinon, madame, moi je me dis, si la question de la corruption accapare autant nos esprits, si le PGR nous sort des éléments d'enquête probant que vraiment il y a corruption, moi je crois qu'il faudra passer par la Cour constitutionnelle, obtenir d'elle un arrêt et rentrer. Je me dis, ce serait l'une des meilleures méthodes pour qu'il y ait la calmie. Rentrer à l'ancienne méthode où il faut nommer des gouverneurs. Mais il faut nommer des gouverneurs, ça c'est ma proposition à moi, parce que je crois que lorsque nous grandissions, nous avions vu un gouverneur du Congo central
gérer aux choses dans le Kasaï. Nous avons vu un gouverneur de l'Équateur gérer au Katanga. On a l'exemple par exemple de Kouagialo. Ce fut un grand au Katanga. Beaucoup ne savaient même plus que Kouagialo venait de l'Équateur. Il y a les députés, je ne sais plus s'il a encore été réélu député, à Goma, à l'époque, le Grand Kivu à l'époque, nous avions les... Madame Zunjiwa Bombo qui était au Bas-Zaïre. Oui, Madame Zunjiwa Bombo, elle était au Bas-Zaïre, mais il y a l'autre qui était même élu député à Goma. Oui, le nom m'échappe. C'est le nom qui est en train de m'échapper. Mais il était du Congo central. Okay. Mais pourtant, il a géré le Grand Kivu. Il a si bien géré le Grand Kivu. Aujourd'hui, il faut lutter contre principalement deux fléaux, la corruption et le tribalisme. Et je crois que pour y arriver, je conseillerais au président Félix Antoine Tshisekedi de prendre en compte cet élément-là, de nommer carrément les à des provinces différentes, pas des ressortissants. Dernière question, votre point de vue par rapport au nouveau numéro 1 de l'ANER, le président de la République a dit qu'il faut humaniser cette institution. Pour vous, Inzoun Kaziak, c'est un fils maison, il peut remplir cette tâche-là d'humaniser l'ANER, fermer les cachots et faire correctement le travail de ce service de renseignement? Je crois qu'il peut humaniser parce que j'ai suivi là qu'il a fait un parcours. Hein. Il était là à l'époque du CND, à l'époque du SNIP, dans tous ces processus de changement, il a été là. Et donc, il connaît réellement la réalité maison. Et puisqu'il connaît la réalité maison, il doit tenir compte du fait qu'il s'agit d'un service d'intelligence. Ce n'est pas d'un service de brimade, mais un service d'intelligence. Il n'y a pas que les acteurs politiques qu'il faut poursuivre, mais il y a toute une intelligence au service de la nation. Savoir que bientôt là, une famine va nous sévir, par exemple, à chose dans le Grand Kasaï, où on est grand mangeur du maïs. D'ailleurs, je dirais que le maïs se mange dans toute la RDC, mais on sait qu'au niveau des Kasumbalé, là, on peut avoir la meilleure qualité de maïs, on peut planter et en faire un grenier. Mais la faim aussi constitue une guerre. Le maïs peut provenir de la Zambie, par exemple, ou de l'Afrique du Sud, mais rien que par rapport au maïs, on vous infiltre. Oui. La guerre médiatique aussi par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, c'est un service qui doit on vous infiltre des gens, on vous infiltre, je ne sais pas moi, des programmes donc vous n'avez pas prévu, et puis ça pose problème, surtout en y ajoutant la guerre médiatique. Et les réseaux sociaux, ça va vous poser un problème. Et donc les services d'intelligence n'est pas simplement pour traquer les hommes politiques. Et surtout les opposants actuellement. Nous allons parler de la visite de... Mais aujourd'hui, qui sont opposants? On ne sait même plus très bien. En tout cas, la Mouka circule en toute quiétude. Hein? La Mouka... Oui. Nous allons parler de Michiki Wabo, hein, qui était venu ici en RDC, c'est la secrétaire générale de l'OIF, et nous allons parler aussi de la libération de Franck Diongo. Après un bref séjour à Kinshasa, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie vient de quitter le sol congolais ce samedi 23 mars. Durant sa visite dans la capitale congolaise, Louise Mushikiwabo a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Une première rencontre entre le nouveau président élu et la patronne de l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushikiwabo a également rencontré le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. De sources concordantes renseignent que cette visite s'inscrivait en marge de reconnaissance, car représentant la RDC aux assises de la capitale arménienne, le Premier ministre Bruno Tshibala avait voté en faveur de l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. Profitant de son passage à Kinshasa, la secrétaire générale de l'OIF aurait aussi rencontré le président honoraire Joseph Kabila Kabonge. Louise Mushikiwabo a quitté la capitale congolaise sous les déhanchés de la jeunesse quinoise à la place de la gare dans la commune de la Gombe. Rassemblés sur place pour un flash mob, les jeunes Quinois ont séduit la secrétaire générale de l'OIF par le rythme frénétique et le son joué par la discothèque. Eugène Djomi Ndongala est désormais libre depuis ce jeudi dans la matinée.
Sa libération est saluée par bon nombre des Kinois. Que les instances soient estimées qu'il doit être chez lui, c'est normal. Parce qu'il gardait quelqu'un comme ça pendant des années en prison sans qu'on ait prouvé son innocence. Bon, bien qu'il soit condamné de façon irrégulière, c'est pas normal. Je crois que je ne peux que dire merci pour les institutions qui sont en train de se mettre en place et bonne chance. Mais il ne faut pas qu'ils voient seulement les policiers, les prisonniers emblématiques, mais il faut qu'on voit ici pour tout le monde. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de prisonniers dans ces cas-là et qui sont des innocents en prison. Pour la libération de Diomi, nous on est satisfaits parce que ça montre que la RDC a eu quand même l'émergence sur le plan démocratique. Parce que vous savez, lorsque le président Félix Tshisekedi était venu au pouvoir, sa mission majeure était de pouvoir fermer tous les cachots. Et je pense que c'est une avancée parce qu'il avait dit, il avait fait et nous sommes contents. Pour cet homme, la justice congolaise qui l'avait condamné l'a libéré aujourd'hui. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas contre la libération de Diomi Ndongala, parce que c'est un père de famille, c'est un monsieur, c'est un grand homme politique aussi. Bon, et la manière dont il a été emprisonné a un peu laissé à désirer. Bon, moi, je prends acte, vu que notre président Félix Tshisekedi a respecté sa parole de libérer le prisonnier politique. Bon, moi, je ne suis pas enquêteur pour aller fouiller si c'est vrai ou c'est faux. Mais les faits ont été déclarés. Bon, il bénéficie d'une grâce présidentielle, c'est pour cela qu'il est libre. Pour rappel, le jeune Diomi Ndongala a été condamné en 2014 à 10 ans de détention pour viol sur mineur. Il fait partie des prisonniers politiques libérés par Félix Antoine Tshisekedi. Maître Ernestine, est-ce que c'est au nom de ce deal que tous les visiteurs qui viennent voir le président Étienne Tshisekedi doivent nécessairement aller voir Joseph Kabila? C'est vrai que d'aucuns diront c'est une visite de courtoisie et tout ça, que même eux quand ils vont ailleurs, ils voient les anciens présidents. Mais on a l'impression qu'à Kinshasa, c'est systématique. Est-ce vrai ou c'est une mauvaise impression? Madame, c'est une mauvaise impression. Ce qui est vrai, c'est la première fois en RDC que nous avons un cas de passation pacifique du pouvoir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le président Joseph Kabila Kabange a fait une œuvre utile pour la RDC. Il est devenu aujourd'hui un modèle. Les autres présidents, c'est même pas simplement de la courtoisie, c'est aussi lui dire merci, vous n'avez pas permis que la RDC puisse embraser toute la sous-région des Grands Lacs, de l'Afrique centrale de manière générale. C'est vraiment ça. Et observez bien, lorsque nous allons, je me rappelle que, je crois la dernière année de ses fonctions, Kabila Kabange est allé en Zambie. Mais il est allé voir l'ancien président Kenneth Kaunda. Alors qu'il venait, il avait été reçu par le président qui était en fonction, mais après cela, il est quand même allé voir ces baobabs de la sagesse. Il y a toujours un, deux, trois éléments qu'on peut avoir on a l'impression, à cause de ce passage civilisé du pouvoir, qu'on a gommé toutes les fautes de Kabila. Aujourd'hui, Kabila est sorti sain, blanc, tout neuf et tout ça. On a oublié le côté, son bilan négatif, Maître Ernestine Nyoka. Aujourd'hui, si vous parlez de bilan négatif, cette coalition a presque blanchi Kabila aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, tout le monde doit venir le remercier, dire vous n'avez pas embrasé la sous-région et patati patata. C'est un élément important. Cette coalition ne porte-t-il pas aussi je ne sais pas, les germes de sa propre autodestruction, puisqu'aujourd'hui on s'est dit, mais on dirait que Kabila n'a fait que du bien en RDC. Non, la coalition ne porte pas les germes de son autodestruction, destruction plutôt. Regardez, il y a des éléments sous lesquels le président Félix se démarque de ce que nous avions fait dans le temps. Lorsqu'il fait la libération de certains prisonniers politiques, lorsqu'on donne des passeports à certaines personnalités, bon, vous compterez Moïse Katumbi, mais il y a un élément qu'il faut vraiment relever. Moi, je pense que lorsqu'on parle des violations de la Constitution, on ne doit pas partir des faits de ces élections ici. La violation de la Constitution, c'est en fait avec l'affaire des étrangers d'origine congolaise. Il leur a été permis de prouver qu'ils avaient dans le temps
la nationalité congolaise. Par quoi? Parfois simplement par le nom. Alors que nous savons que les noms, même dans les pays voisins, parfois nous avons des noms qui se ressemblent. Ça dépend des tribus qui sont voisines, il y a des noms qui se ressemblent. Le nom n'est pas un élément. Détenir une ancienne carte, ce n'est pas un élément. Détenir une attestation de naissance, quand parfois on sait comment se donnent ces documents-là, non plus, ce n'est pas un élément. Mais aujourd'hui, ils obtiennent facilement les visas. Parce que dans le temps, ils avaient eu la nationalité congolaise, même si aujourd'hui ils sont étrangers. Alors que notre constitution dit bien que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Lorsque vous êtes passé par une nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Et donc, il va falloir voir la loi sur la nationalité, voir comment réacquérir cette nationalité. Le 100 jours du président de la République, c'est vrai que beaucoup de prisonniers emblématiques ont été libérés, Franck Diongo, Diomi Ndongala et tout ça. Les 100 jours, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Mais comme je l'ai dit, mon émission était interactive quand j'ai dit que je recevais Ernest Nyoka, ancienne vice-ministre du budget, donc par où passe l'argent. Alors les gens m'ont dit de vous poser cette question, maître Ernestine. D'où provient l'argent aujourd'hui qu'utilise le chef de l'État? Parce qu'on sait que, je ne sais pas, s'il utilise l'ancien budget ou le budget de l'année passée, est-ce qu'il y a une dotation spéciale pour les 100 jours? Est-ce que la sortie de l'argent suit un circuit tout à fait normal? Comment ça se passe? D'où provient ça? Parce qu'aujourd'hui, les travaux se réalisent comme par magie. Hein. On se dit, ben, comment sous Kabila, ces travaux-là ne se faisaient pas? Aujourd'hui, c'est telle route, dès que ça se casse, ben, c'est arrangé. Université, tels travaux se font, éclairage je ne sais pas d'ailleurs, Vitel Kamer est allé inaugurer centrale quelque part. Il y a toutes ces choses, on a l'impression qu'on se réveille d'un cauchemar. D'où provient cet argent, maître, vous qui étiez vice-ministre du budget? D'où provient l'argent qu'utilise le chef de l'État aujourd'hui? Madame Paulette, je dois dire que c'est une question très embarrassante. Embarrassante dans la mesure où, lorsque vous suivez comment nous vivons aujourd'hui au Congo, nous sommes dans une léthargie, je dirais léthargie économique. On sent qu'il y a une lourdeur économique. On ne voit pas, on ne sent pas par où passe l'argent. Les transactions sont devenues très difficiles. Pour quel motif? Le motif, il est d'abord simple. On ne peut pas faire de la politique sans gérer les finances publiques de manière saine. Sans gérer le compte du trésor public de la manière la plus saine, pour ne pas dire transparente. Moi, je préfère dire saine. Alors, les budgets utilisés, si c'est ces budgets-là utilisés, c'est vrai, c'était un budget qui a été voté, promulgué, le budget 2019 plutôt. Le budget 2019 n'a pas intégré les différents projets les 100 jours du chef de l'État qui sont contenus dans les 100 jours du chef de l'État. Le gouvernement aujourd'hui a une difficulté. La difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas poser des nouveaux actes. Un budget, c'est une prévision. Mais cette prévision, il faut maintenant remplir les comptes. On va dire les différentes lignes budgétaires qui ont été arrêtées doivent contenir du cash, un minimum d'argent. Mais comment on le fait? Il faut passer par la mobilisation des recettes. C'est cette mobilisation des recettes qui va renflouer les caisses de l'État et on va pouvoir utiliser ces budgets-là. Mais ce budget lui-même, quand je dis que tout ce qui s'est fait là n'a pas été arrêté dans ces budgets, parce qu'en fait, il a été fait par un gouvernement sortant, qu'il a fait sur ce que lui considère être ses priorités, mais qui ne sont pas les mêmes priorités aujourd'hui. Le gouvernement sortant. Oui, qui ne sont pas les mêmes priorités aujourd'hui avec les 100 jours du chef de l'État. Le problème, c'est que, est-ce que la mobilisation des recettes se fait comme il se doit? Je crois que non, parce que le gouvernement expédie les affaires courantes. Les régies financières, de la façon dont elles travaillent, on leur donne des assignations pour qu'à tel trimestre, vous puissiez aller atteindre tel seuil. Mais ils vont atteindre le seuil comment? Parce que de nouveaux engagements ne doivent pas être pris. D'où viendrait l'argent? Maintenant, ce que je comprends, c'est que quand on a suivi le discours du chef de l'État sur les 100 jours, on a vu que
Par exemple, pour les routes, nous allons puiser au FONER. Pour, je ne sais, autre contrat, on va puiser aux choses au FPI. Pour autre contrat, on va puiser dans les comptes du Trésor public. Et donc, on irait vers la Banque centrale. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la Banque centrale? Quelle est la couverture que nous avons en matière des choses? Qu'est-ce que nous avons comme matelas financier des dollars? Nous savons tous que nous sommes plus ou moins fragilisés de ce côté-là. La crainte, elle est réelle. Parce que ce sont des choses qui se font. Nous pouvons tomber en récession, qui se font hors un budget. On peut tomber en récession? Non. Nous pouvons vivre une terrible inflation. La planche à billets. Nous pouvons à un moment être obligés, c'est vrai, de tourner la planche à billets. Mais nous allons encore avoir un autre problème. Parce qu'en fait, il fallait ne fût-ce que dire, ce budget-là, il ne nous engage pas. Nous allons peut-être utiliser les crédits provisoires. La loi de finances l'autorise. Et par rapport à... fait le crédit provisoire? Non, non, en tout cas, ma connaissance, non, non. Et par rapport à ces crédits provisoires, voilà comment nous allons nous y prendre. On arrête pour les 100 jours ce qui serait fait. Comme il avait été fait avec le gouvernement, ça même a dit bang. Ils n'ont pas voulu du budget qui avait été fait par nous qui sortions au gouvernement, ma tête à deux. Ils ont géré la République avec le crédit provisoire qui a été renouvelé. Mais vous savez, vous tous ce que ça a donné comme conséquence. Aujourd'hui, on a les taux d'échange qui ne fait que grimper. On ne sait plus rentrer au taux de 92, comme c'était dans le temps. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les fonctionnaires sont payés au taux de 92. Mais le dollar vaut 16. Alors que le dollar vaut 16 sur le marché. Alors, la crainte aujourd'hui, c'est que nous avons une assemblée. Les députés vont siéger, mais après, la population risque de leur jeter des pierres pour rien. Parce qu'il va falloir, à la fin de l'exercice, faire la loi de la reddition de comptes. Qu'est-ce que nous avons dépensé? Qu'est-ce que nous avons dépensé? Par rapport à quelle ligne de crédit que cet argent a été décompté? Ça va être un problème. Nous allons être obligés de faire aussi la loi de la consolidation budgétaire. Pour consolider les différentes dépenses que nous avions faites. Nous allons le faire sur quel soubassement? On ne sait pas. Il va y avoir de sérieux problèmes. Dès que nous sommes là, Madame Rissé, nous naviguons à vue, nous ne savons pas. Nous naviguons à vue. Combien le chef de l'État dépense ou son cabinet, parce que le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement est démissionnaire. Le cabinet du chef de l'État. Le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État avait déjà donné l'instruction que le gouvernement ne prend pas de nouvelles engagements. Donc c'est le cabinet du chef de l'État qui joue le rôle du gouvernement aujourd'hui. Je crois à peu près c'est ça qui se passe. Mais maintenant, on va dire ceci. Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes pour le chef de l'État. Il doit y en avoir. Parce que ça va faire bientôt presque 2 mois. 2 mois depuis qu'il est entré en fonction. Nous n'avons pas encore de gouvernement. Et pourquoi ça tarde d'ailleurs? C'est une grave question. Puisque vous avez déjà cette coalition. Qu'est-ce qui tarde? C'est l'Assemblée nationale qui pose problème? Pourquoi le long? Il y a des procédures, malheureusement, il y a des procédures qui prennent du temps. Parce qu'une Assemblée nationale, lorsqu'elle s'installe, il faut passer par un bureau provisoire, il faut valider le mandat des députés, il faut retravailler ou travailler le règlement intérieur qui vient d'ailleurs d'être finalisé, qui est envoyé à la Cour constitutionnelle pour sa promulgation. Et puis, après, maintenant, il faut passer à un bureau définitif. C'est après le bureau définitif, madame, qu'on a le droit d'avoir un gouvernement. Parce que ce gouvernement doit recevoir l'investiture de ce Parlement. Et c'est par rapport à ça que ce gouvernement va donner son plan d'action. Vu tout ça, c'est... Et même à ce moment-là, au mois de mai. Et même à ce moment-là, quand ce gouvernement va entrer, puisqu'il aura son programme, il faudra faire un correctif budgétaire. Mon Dieu. Donc il faut corriger le budget parce qu'il n'a pas été fait par eux. Essayer de le faire rencontrer avec ce qu'eux ont comme programme. Madame, nous sommes en train d'aller dans un gouffre. Je m'inquiète tellement pour la RDC. Bon, espérons que nous allons... Mais encore dans les circonstances atténuantes, il ne faut pas trop tenir rigueur au président de la République. Chef de l'État. Pourquoi? Parce que les 100 jours, on aurait pu le compter à la prestation de serment s'il avait travaillé avec un gouvernement n'étant pas démissionnaire. Mais aujourd'hui, c'est pour ne pas rester aussi bras croisés, pour ne pas aussi rester celui qui ne fait rien du tout, c'est pour voir aussi quelles sont les priorités, quelles sont
les éléments qui font que il faut que la République vive, il faut que la République fonctionne, sinon je n'ai pas de raison d'être. À ce moment-là, il faut quand même saluer les 9 mesures urgentes du chef par le chef de l'État. Nous allons terminer par la marche des artistes. Les artistes se sont plaints par rapport aux 100 jours d'ailleurs, que la culture n'a pas été mise vraiment en valeur par le chef de l'État. D'ailleurs, ça créait un débat houleux dans les réseaux sociaux. Les gens se disent que la culture n'est pas du tout prioritaire, mais les hommes de culture, les femmes de culture comme Yolande Elébé a dit que sans la culture, un pays ne marche pas parce que c'est la base, le fondement d'une nation. Et nous allons terminer par l'installation du comité Vérité des urnes. Ils veulent faire entendre leur voix. À travers cette marche, ces artistes disent non aux frais exigés pour la censure. Parti de la gare centrale jusqu'à la résidence du chef de l'État, en passant par le ministère de la Culture, ces hommes de culture sollicitent du président de la République la prise en compte du volet culturel dans son programme d'urgence de 100 jours. C'est par rapport aux priorités de 100 jours du chef de l'État. Il n'a pas fait allusion au culturel, quoi, aux hommes de culture, rien du tout. Donc on est comme des laissés pour compte. Et comme nous sommes dans un état de droit selon son premier discours d'investiture, donc nous nous sommes dit que nous sommes dans le droit de revendiquer pacifiquement à travers un mémo qu'on va déposer dans son bureau afin qu'il tienne compte aussi des opérateurs culturels, des artistes. État des droits, état des droits. Il faut reconnaître si les lots, ministère na biso, et c'est retouparaté, puis artiste, c'est retouparaté. Notons que la police est intervenue pour recommander à ces artistes de déléguer une équipe de 5 personnes afin de déposer leur mémorandum à la présidence de la République. Alors que Martin Fayoulou séjourne sous d'autres cieux, son parti SID poursuit l'installation des comités de résistance citoyenne pour la vérité des urnes. Le secrétaire général de l'SID a d'abord commencé sa tournée par la commune de Lantsede. Ici, André Kabouya, qui dirige la destinée de cette structure, a reçu des mains du secrétaire général de l'SID les insignes du parti et un extrait du projet de chemin. Le même exercice a été également fait dans la commune de Kimbantseke. Guillaume Kolonga promet de porter haut le parti dans tout le coin de cette partie de la capitale de la RDC. Maintenant, je porte un fardeau, c'est vraiment où je dois faire connaître les partis, faire adhérer massivement les Kimbatékois et Kimbatékoises. Devos Kitoko rappelle en outre que la résistance citoyenne pour la vérité des urnes n'est pas une rébellion, mais plutôt une structure pour la vérité des urnes. Le secrétaire général de l'SID souligne par ailleurs que la décrispation politique ne signifie pas reconnaître un pouvoir illégitime. Un chantage, un marchandage, bien, ne peut pas constituer comme un facteur de légitimation du pouvoir. C'est par la commune de Kimbantseke et celle d'Onsele que Devos Kitoko, secrétaire général de l'SID, a bouclé l'installation des comités de résistance citoyenne pour la vérité des urnes dans les districts de la Tchangou. Madame NST, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. La culture, vous avez suivi ces hommes et femmes de culture qui se plaignent que pour les 100 jours, en tout cas, on n'a pas tenu compte de la culture. Ont-elles raison ou tort de penser cela? Pourquoi en RDC, la culture n'a pas sa place, en fait? Le ministère de la Culture est parmi les ministères vraiment le moins nantis en RDC. Madame... Nous allons rentrer à la même explication. La question du gouvernement. Parce que dans les 9 mesures urgentes, que le chef a pris, ce n'est pas qu'il a, il a déconsidéré la culture, mais il a essayé de prendre, on va dire, là où le bas blesse d'abord. Ce qu'on doit faire en urgence.
Si vous faites très attention, vous allez vous rendre compte que dans les 9 mesures urgentes là, c'est principalement les infrastructures. Hein. Aujourd'hui, on a les routes qui sont en train d'être faites, peut-être les hôpitaux, même la question qui a été soulevée sur la construction des écoles ou la réhabilitation des écoles. Si on fait très attention, vous verrez que ça a été pris dans ce programme-là, mais on n'a pas encore vu l'effectivité sur le terrain. Et donc, normalement, aucun secteur n'est moins important que l'autre. Tous les secteurs, peut-être, se valent. Mais ce n'est pas dans les 100 jours qu'on peut faire les tout. On essaye de prioriser dans les 100 jours. Mais au-delà des 100 jours, lorsqu'il y aura un gouvernement responsable qui sera mis en place, eh bien, les choses vont se faire. Pour vous, je crois aussi la que place de la culture, Madame Anna, je crois aussi que c'est une question. Oui, la place de la culture dans une nation. Parce que les Congolais ne comprennent pas, se disent. Vous m'avez devancé. Je vous en prie. Vous m'avez devancé. Je voulais qu'on réfléchisse sur la question de la culture. Je crois que, sans trop m'éventer, le problème de la culture aujourd'hui, c'est la volonté politique. Pour faire avancer ces domaines-là, n'est pas tellement au rendez-vous. Ceux qui passent pour des ministres de culture et arts ne sont pas préparés sur la question. Ou n'ont pas une vision de la culture. Parce que la culture, ce n'est pas simplement de la musique. La culture englobe plusieurs choses. Il y a la littérature, il y a la poésie. Même la littérature, il y a la poésie, il y a qu'on appelle la sculpture. L'architecture. Sculpture, voilà. La sculpture, voilà. Tout ça là, ça entre nous de compte. La culture, nous avons tout ça, un marché très célèbre. Nous avons à Kinshasa un marché très célèbre ici, sur la place Le Royal. Il y a un marché de Bikeko. Mais allez-y, les journées comme samedi et dimanche, voyez combien des étrangers viennent acheter nos œuvres d'art. Mais comment nous n'arrivons pas à valoriser ces articles qui sont faits là? Quelles sont les taxes que l'État lui-même récupère par rapport à ça? Les vendeurs mettent leur argent en poche et puis ils s'en vont. Mais qu'est-ce que l'État récupère? Il faut une vision pour la culture et les arts. Vous voyez dans ce poste-là, madame ministre de la Culture? Non, je ne vois pas dans ce poste-là. Ce qui est vrai, vous parlez avec passion de la culture. Je parle avec passion parce que c'est autre chose. Si vous n'avez pas de culture, vous êtes un peuple sans identité. Sans âme, sans identité. Vous êtes un peuple sans identité. Même lorsque vous parlez de cuisine, aujourd'hui, il y a des cuisines qui sont valorisées à travers le monde. La cuisine indienne, la cuisine chinoise. On ne peut pas valoriser notre culture. Et même, comment on ne peut pas valoriser les articles bio qui viennent que nous cultivons chez nous, que nous pouvons amener ailleurs? Pourquoi nous ne le faisons pas? Il y a des ministères qui sont transversales, ça passe par la culture et l'art aussi, et ça passe peut-être par le tourisme, ça passe par le commerce, les choses extérieures, ça passe par l'économie. Comment nous n'arrivons pas à choses? Et même la diversification de l'économie que nous voulons, ça passe aussi par là. Nous avons une richesse incommensurable. Mais un peuple n'a d'identité que si sa culture est préservée. Même les théâtres là qu'on fait sur nos différentes chaînes de télévision, bien évidemment, il faut peut-être améliorer la qualité de certains. Mais il y a quand même des leçons. Nous voyons les Nigérians. Il y a des leçons qui sortent de ces différentes pièces de théâtre qu'on nous montre, des films dramatiques, ou je ne sais pas moi comment on va les appeler. Il y a des leçons qui sortent à travers tout cela. Mais pourquoi nous ne valorisons pas ces choses? Mais nous voulons simplement nous mettre devant les chaînes de télévision, regarder un film tanzanien, regarder un film nigérien, regarder un film sud-africain, regarder un film américain. Mais enfin, quand est-ce que la nôtre aussi, c'est notre culture, qu'on sache qu'est-ce que nous faisons réellement chez nous. Et non seulement on protège cette culture-là, on sait comment nous allons avoir des dividendes, mais les artistes eux-mêmes, avec leurs œuvres, comment aussi leur permettre d'émerger. Nous n'allons pas terminer. Il faut une vision pour ça, madame. Nous n'allons pas terminer. Et quand on n'a pas de vision, on vient, on s'assoit dans son fauteuil, on récupère simplement les dividendes que l'État a prévus pour vous, mais vous ne produisez rien. Nous n'allons pas terminer cette émission sans parler du mois de la femme, du mois de mars, du genre et tout ça. Ce ministère aussi
qui pose problème. On a l'impression que ce ministère ne vit qu'au mois de mars. Et pourtant, c'est le ministère de genre, femmes, enfants et familles, quelque chose comme ça. Mais tous les autres secteurs-là sont un peu négligés. Pour vous, ce mois de mars, est-ce que c'est une fête pour la femme, madame? Est-ce que c'est un moment de réflexion? On s'arrête, on dit, on en est où avec nos droits? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que ce ne peut être qu'une femme au ministère du genre? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un cadeau fait aux femmes. Tous les ministres qui sont là ne sont que des femmes. Depuis la création du ministère Conditions et Femmes sous Mobutu, il n'y a que des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas, pour cette fois-ci, changer, mettre aussi un homme au ministère du genre, famille, enfants et tout ça, pour peut-être que la vision sera autre et on se passerait peut-être des pagnes et autre chose au mois de mars. Madame, une parenthèse, quand vous parlez du ministère du genre, qui est un cadeau fait aux femmes. Oui, madame, c'est un cadeau. Moi, je fais d'abord une parenthèse avant de vous répondre. C'est un cadeau qu'on a fait aux femmes. Parce que lorsqu'on veut mettre un gouvernement en place, on n'appelle pas les intelligences féminines. On n'appelle pas les compétences féminines, on n'appelle pas les ambitions féminines. Pourtant, il y a beaucoup de femmes. Nous ne sommes pas au même nombre, aussi important que les hommes, mais il y a des femmes qui se défendent. Mais vous allez voir un gouvernement de 48 personnes, on met 6 femmes. Un gouvernement de 50 personnes, on met 5 femmes. Plus chose, récemment, là, il y a le cabinet du chef de l'État, il nomme 60 personnes, 12 femmes. 12 femmes à peine. Et enfin, la parité de 50-50 qu'il prône. Mais enfin, alors que nous avons saisi la balle au bon, lors de l'investiture, le chef de l'État nous a dit que cette question de la parité, finalement, il doit en tenir compte. Il faut que la parité soit vécue aussi en RDC. Eh bien, nous le prenons au mot. Et donc, nous disons, c'est peut-être un cadeau fait aux femmes, dans la mesure où on ne nous approche pas pour les autres ministères. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème. Le mois de mars ne devait être une remise en question, une évaluation. Le thème passé, il s'agissait de quoi? Il y en a même qui ont pendant toute l'année. Parce que le thème ne se vit pas seulement au mois de mars. Il doit se vivre toute l'année. Qu'est-ce que le thème? Quelles sont les recommandations qu'il y a dans ce thème? Mais appliquons ces recommandations. Le mois de mars de l'année qui va venir, mais évaluons avant de commencer à appliquer notre thème. Nous ne le faisons pas. On ne fait que danser, parler. On ne fait que danser, on fait des grands meetings. On va partager un morceau de ceci. On va mettre le pain comme je l'ai porté aujourd'hui. C'est fait exprès, madame, que j'ai porté le pain avec le thème de l'année. Mais lorsque vous analysez seulement les thèmes de cette année, celui qui a été adapté pour notre RDC, c'est trop philosophique. C'était en fait. Ah, madame, c'est tellement ambigu que même moi-même, je ne sais pas vous dire beaucoup de choses. Les femmes qui participent à la paix, à la sécurité, innover dans les changements. Vous voyez un peu? On est des gros mots. On a perdu dans des gros mots. Et j'ai même remarqué que la première dame, quand elle a pris la parole, Madame Denise a eu du mal, mais tellement c'est une femme réfléchie, elle a fait intervenir la notion d'amour. Elle a mis l'amour au devant de tous les différents thèmes. Elle a cité beaucoup de femmes qui doivent être des modèles. Voilà, qui doivent être des modèles. Voilà. Elle a cité des femmes qui doivent la dame au robot roulage, tout ça. Elle a tellement cité des exemples qu'elle a quand même su rehausser le niveau des choses, de cette fête de mois de la femme. Et en fait, la grande préoccupation, nous ne parlons que de la femme, mais nous ne parlons pas de la famille. Quel est le programme que nous établissons pour la famille? Quel est le programme que nous établissons pour l'enfant? C'est femme, famille et enfant. On oublie souvent. On oublie souvent. On s'arrête à la femme. J'espère que le président de la République sera un homme cette fois-ci pour changer un peu. Cette fois-là, nous on dit, on est partant pour nous mettre un homme. Peut-être qu'il aura une autre vision. Mais vous nous mettez un homme, vous nous donnez au moins 20 ministères encore.
Vraiment, je crois que le message est passé. Merci à vous, Madame Ernestine Nyoka, d'être passée à la barre. En tout cas, merci pour les éclaircissements. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous mes followers. Voilà, vous avez suivi Madame Ernestine Nyoka. L'accent sur les deals a été mis. Vous avez posé cette question. Je crois que c'était la question principale. Elle vous a répondu. Merci donc à Yatutu. Merci à Freddy Kipimo et à Papi Mandeke que je vois là-bas, qui est à la régie finale. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment le passage obligé pour en tout cas faire passer le message. Je crois que je vais retweeter les grandes lignes de Madame Ernestine Nyoka. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Un grand coucou à toutes les femmes et spécialement à Yolande Elébé et à ma grande sœur Joël Kimuntu Kimpio. À dimanche prochain, mesdames et messieurs. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.